Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple contrat de location puisse ressembler à un serment d'allégeance envers un navire qui coule. Je me souviens de cet après-midi de fin août lorsque mes parents m'ont abordé pour la première fois au sujet de la location de mon appartement. Mon cœur s'est gonflé de fierté à leur demande. Après tout, cela signifiait que j'avais suffisamment réussi pour leur offrir une certaine sécurité. C'était un mardi, je m'en souviens parfaitement. J'habitais alors dans un petit 3 pièces rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris. Un quartier tranquille, pas trop chic mais agréable à vivre, avec son marché bi-hebdomadaire et ses petits cafés où je prenais mon expresso matinal. L'appartement n'était pas immense, mais j'avais réussi à l'obtenir grâce à mon poste chez Renault, mon premier vrai emploi après mes études à l'école de commerce. Mes parents, Marcel et Claudine, avaient toujours vécu à Nantes, mais la retraite approchait et ils parlaient depuis des mois de se rapprocher de moi. Thomas, m'avait dit mon père en sirotant son pastis, ta mère et moi, on pense qu'il serait temps de quitter la maison. Elle devient trop grande pour nous deux, et l'entretien nous pèse. Ma mère avait acquiescé, son regard trahissant une fatigue que je n'avais pas remarquée jusque-là. Et puis, on aimerait être plus près de toi. J'imaginais déjà les dimanches après-midi à préparer une blanquette de veau ensemble, les discussions animées autour d'un bon Bordeaux, et les petites habitudes que nous pourrions créer. Peut-être même les emmener au jardin du Luxembourg le week-end, ou faire une promenade le long de la Seine quand le temps le permettrait. Bien sûr, avais-je répondu sans hésitation. Je peux vous louer mon appartement. Je trouverai facilement un studio près de mon travail. Leur sourire m'avait réchauffé le cœur, et j'étais persuadée de faire le bon choix. Les premières semaines après cette conversation furent une tornade d'arrangements pratiques. J'avais rapidement trouvé un petit studio à Boulogne-Billancourt, plus près de mon bureau. Le déménagement avait été simple, je n'avais jamais été du genre à m'encombrer. J'avais laissé presque tous mes meubles à mes parents, gardant uniquement mes effets personnels, quelques livres, et mon ordinateur. Mais quelque chose avait changé dès leur emménagement. Ce fut d'abord subtil. Ma mère commentait la façon dont j'avais rangé la cuisine, suggérant que ce n'était pas pratique du tout. Mon père se plaignait que le canapé était trop mou pour son dos. J'avais pris ces remarques avec légèreté, me disant qu'ils avaient besoin de temps pour s'adapter. Puis vint le premier appel concernant un problème de plomberie. Thomas, le robinet de la salle de bain goutte. Tu dois venir le réparer, avait insisté ma mère. J'avais expliqué, gentiment, que c'était désormais leur responsabilité en tant que locataire, ou qu'ils pouvaient appeler le syndic. Sa réponse m'avait laissé perplexe, mais c'est ton appartement, non? Tu ne vas pas nous laisser nous débrouiller seuls? Ces petites remarques s'étaient multipliées au fil des semaines. Tu as vraiment choisi une connexion internet médiocre ou les voisins sont trop bruyants, tu aurais dû nous prévenir. Chaque commentaire semblait insinuer que ma générosité était insuffisante, que j'avais une dette envers eux que je ne pourrais jamais rembourser complètement. Un soir d'octobre, après une journée particulièrement éprouvante au travail, mon père m'avait appelé pour me demander de passer urgence. En arrivant, j'avais découvert qu'il s'agissait simplement de les aider à configurer leur nouvelle télévision. On ne comprend rien à ces technologies modernes, s'était plaint mon père. C'est normal que tu nous aides, non? J'avais acquiescé, ignorant la boule qui se formait dans ma gorge. Ce n'était pas l'aide en elle-même qui me pesait, mais la façon dont elle était exigée, comme si c'était mon devoir incontestable. Les limites entre générosité et obligation s'estompaient dangereusement. Le jour où je leur ai officiellement remis les clés, bien qu'ils vivaient déjà dans l'appartement depuis plusieurs semaines, mon père avait simplement hoché la tête comme si c'était la moindre des choses. Ma mère avait ajouté, « Tu vois, Thomas, c'est comme ça qu'un fils devrait agir. Après tout ce qu'on a fait pour toi pendant toutes ces années. » Cette phrase avait résonné en moi comme un avertissement, mais je l'avais ignorée. Après tout, c'était ma famille, et je me disais que les familles se soutiennent mutuellement. J'étais fière de pouvoir les aider, même si une part de moi sentait que quelque chose n'allait pas dans cette dynamique. En rentrant ce soir-là dans mon petit studio, j'avais ressenti un malaise profond, une anxiété que je ne pouvais pas nommer. J'avais regardé les 4 murs de ce nouvel espace, bien plus petit que ce à quoi j'étais habituée, et je m'étais demandé si j'avais fait le bon choix. Mais j'avais étouffé ce doute, me répétant que c'était temporaire, que c'était pour aider mes parents, que c'était ce qu'un bon fils ferait.
Je ne savais pas encore à quel point cette décision allait transformer notre relation, ni combien elle allait me coûter, non pas en termes d'argent, mais en dignité. L'appel est arrivé un mercredi pluvieux de novembre. Le ciel parisien déversait des trombes d'eau sur la ville, transformant les rues en rivières grises et bruyantes. J'étais en réunion chez Renault quand mon portable a vibré. Voyant le nom de ma mère s'afficher, j'ai fait un signe d'excuse à mes collègues et je suis sortie dans le couloir. Allô, maman, ai-je répondu, légèrement inquiet par cet appel en milieu de journée. Sa voix tremblait, mais j'ai tout de suite senti que ce n'était pas de l'émotion. C'était plutôt le ton qu'elle prenait quand elle devait annoncer quelque chose de déplaisant et qu'elle cherchait à se dédouaner. Thomas, il faut que tu saches que la situation a changé, a-t-elle commencé sans préambule. Ta sœur Sophie est enceinte de 4 mois, et elle et Julien ont besoin d'un endroit stable pour s'installer avant l'arrivée du bébé. J'ai mis quelques secondes à comprendre où elle voulait en venir. D'accord, et... Ils ont emménagé hier soir dans l'appartement. Ton père et moi avons décidé de retourner à Nantes, la ville nous manque trop. Mon cerveau a refusé d'enregistrer l'information pendant un instant. Là attends, quoi? Vous avez fait emménager Sophie et Julien dans un appartement? Sans m'en parler avant? Ce n'est qu'un arrangement temporaire, a-t-elle répondu, sa voix soudain plus ferme. Sophie est ta sœur, Thomas. Elle porte ton futur neveu ou ta future nièce. Tu ne voudrais pas qu'il se retrouve sans logement, n'est-ce pas? La colère et l'incrédulité m'ont submergé. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de me faire, à moi. Je vous ai loué cet appartement. Vous ne pouvez pas simplement le sous-louer à quelqu'un d'autre. Ne sois pas si dramatique, a soupiré ma mère. Tu as déjà ton studio. Sophie, elle, n'a rien. Nous avons pensé que c'était la solution la plus sensée pour tout le monde. J'ai raccroché, incapable de continuer cette conversation absurde. J'ai fixé mon téléphone, comme s'il pouvait m'expliquer ce qui venait de se passer. Ma propre famille venait de me traiter comme un simple propriétaire qu'on n'a plus besoin de consulter, pire encore, comme un obstacle à contourner. La réunion s'est poursuivie sans moi. Je me suis excusée auprès de mon chef, prétextant une urgence familiale, et j'ai pris le métro jusqu'à mon ancien appartement. La pluie redoublait d'intensité, trempant mes vêtements en quelques minutes malgré mon parapluie. En arrivant rue de la Convention, j'ai sonné mais personne n'a répondu. J'ai utilisé ma clé, celle que j'avais gardée en cas d'urgence, et je suis entrée. Des cartons étaient empilés dans l'entrée, certains ouverts, révélant les affaires de ma sœur et de son compagnon. Dans la chambre, leur linge était déjà rangé dans l'armoire. Sur la table de la cuisine, une échographie en noir et blanc était posée, maintenue par un aimant sur le réfrigérateur. Mon appartement avait été colonisé en moins de 24 heures, comme si j'avais simplement cessé d'exister. Même les photos que j'avais laissées sur les murs avaient été remplacées par celles de Sophie et Julien. J'étais encore là, figée au milieu du salon, quand la porte d'entrée s'est ouverte. Sophie est apparue, un sac de course à la main, son ventre légèrement arrondi visible sous son imperméable. Elle a sursauté en me voyant. « Thomas. Tu m'as fait peur », a-t-elle dit, posant son sac sur le comptoir. « Maman m'a dit qu'elle t'avait appelé. Et tu as pensé que c'était normal? De t'installer ici sans même m'en parler? » J'ai demandé, ma voix tremblante de colère contenue. Son visage s'est fermé. « Écoute, je sais que c'est un peu soudain, mais papa et maman nous ont dit que tu étais d'accord. Ils ont dit que tu comprendrais ma situation. » Ils ont menti, ai-je répondu sèchement. Je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Julien est arrivé à ce moment-là, secouant son parapluie dans l'entrée. Son expression s'est assombrie en me voyant. « Qu'est-ce qui se passe ici? » Ce qui se passe, ai-je expliqué lentement, comme si je parlais à des enfants, c'est que vous avez emménagé dans mon appartement sans ma permission. L'appartement que j'ai loué à mes parents, pas à vous. Julien a échangé un regard avec Sophie. Tes parents nous ont dit que c'était arrangé. Que tu avais accepté de nous aider pendant la grossesse. J'ai ri, un rire sans joie. Bien sûr qu'ils ont dit ça. J'ai passé une main sur mon visage, épuisé. Où sont-ils maintenant? Ils sont partis ce matin pour Nantes, a répondu Sophie, soudain mal à l'aise.
Ils ont dit qu'ils t'appelleraient une fois installé. Je me suis sentie vidée, trahie au plus profond de moi-même. Et moi, on s'est demandé où j'allais vivre? Vous avez pensé une seconde à ça? Sophie a eu l'air sincèrement surprise. Mais, tu as ton studio, non? C'est ce que maman nous a dit. Un studio que j'ai pris temporairement, pour vous aider. Ma voix s'est brisée. Un studio que je dois quitter à la fin du mois parce que le bail arrive à terme. Un silence pesant s'est installé. La pluie battait contre les fenêtres, seul bruit dans l'appartement. Je suis désolée, Thomas, a finalement murmuré Sophie. Je ne savais pas. J'ai secoué la tête. Non, tu ne savais pas. Ou tu n'as pas voulu savoir. J'ai regardé autour de moi, cet espace qui avait été le mien et qui me semblait soudain étranger. Je vais chercher mes affaires. Quelles affaires? A demandé Julien, les sourcils froncés. Celles que mes parents n'ont pas jugé bon d'emporter avec eux à Nantes, ai-je répondu amèrement. Dans ma chambre, désormais leur chambre, j'ai trouvé quelques cartons avec mes livres, mes vêtements d'hiver, et quelques souvenirs que je n'avais pas emportés au studio. C'était pathétique de voir ma vie réduite à si peu de choses. J'ai rassemblé ce que je pouvais dans mon sac à dos, le reste devrait attendre. Je n'avais nulle part où le mettre de toute façon. En partant, j'ai tourné une dernière fois mon regard vers Sophie. Tu sais quoi? Garde l'appartement. J'espère que votre enfant vous apprendra la loyauté et le respect, des valeurs que nos parents ont visiblement oubliées. Je suis sortie sous la pluie battante, la porte claquant derrière moi. Les rues de Paris m'ont accueillie, indifférente à mon drame personnel. J'ai marché sans but pendant des heures, trempée jusqu'aux os, mon sac à dos pesant sur mes épaules comme un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel bon marché près de la gare Montparnasse, un endroit impersonnel aux murs jaunis et aux lits trop mous. Allongée dans le noir, j'ai réalisé que ce n'était pas tant l'appartement que je pleurais, mais la famille que je croyais avoir, celle qui m'avait trahi avec une facilité déconcertante. Le lendemain matin, sous un ciel encore plombé, j'ai appelé mon patron pour lui demander quelques jours de congé. J'ai ensuite commencé ma recherche désespérée d'un nouveau logement, sachant que j'avais moins d'un mois pour trouver une solution. Paris en novembre n'offrait que peu d'options abordables, et mon salaire, bien que correct, ne me permettait pas des folies. Ce soir-là, en faisant défiler les annonces sur mon téléphone dans un café bruyant du 14e arrondissement, j'ai reçu un message de mon père. « Ta mère et moi sommes bien installés. Nous espérons que tu comprendras notre décision. Sophie a besoin de stabilité en ce moment. Nous t'embrassons. » Pas un mot sur mon propre besoin de stabilité. Pas une once de remords. 3 mois peuvent sembler courts dans une vie, mais quand on vit dans l'incertitude, chaque jour s'étire comme une année. Décembre avait apporté avec lui un froid mordant qui s'infiltrait jusque dans mes os. Après avoir quitté l'hôtel Bon Marché près de Montparnasse, mes économies ne me permettant pas ce luxe relatif bien longtemps, j'avais entamé une valse entre les canapés de mes amis. D'abord chez Antoine, mon collègue de Renault qui vivait dans un 2 pièces à Clichy. « Tu peux rester 2 semaines, pas plus », m'avait-il prévenu. Ma copine emménage après. J'avais accepté avec gratitude, dormant sur un canapé-lit qui me cassait le dos et m'efforçant de me faire invisible le reste du temps. Puis ce fut chez Léla, une amie d'université qui occupait un joli studio dans le Marais. Elle était plus généreuse, m'offrant son canapé sans limite précise, mais la proximité dans ce petit espace avait rapidement créé des tensions. Après 10 jours, je sentais que ma présence pesait, bien qu'elle n'en dît rien. Entre-temps, je cherchais désespérément un logement. Le marché parisien, cruel en toute saison, semblait particulièrement impitoyable en hiver. Chaque visite était une course contre des dizaines d'autres candidats, tous armés de meilleurs dossiers que le mien. Mon salaire chez Renault était correct, mais pas suffisant pour rassurer les propriétaires face à d'autres prétendants aux revenus plus stables ou plus élevés. Je me souviens d'un matin de décembre où j'avais postulé pour un minuscule studio sous les toits, rue Mouffetard. La logeuse, une femme âgée aux yeux scrutateurs, m'avait regardé de haut en bas avant de demander « Vous avez des garants ?» Mes parents ne peuvent pas se porter garant, avais-je répondu, la gorge serrée par l'humiliation. Je ne pouvais pas lui expliquer qu'ils étaient la raison même de ma recherche. Alors je suis désolée, monsieur Lefebvre. Sans garant solide, c'est impossible.
J'étais sortie dans l'air glacial, ajoutant cet échec à ma collection grandissante. Ce jour-là, j'avais trouvé refuge au café de Flore, commandant le café le moins cher pour pouvoir rester au chaud quelques heures. Installé près d'une fenêtre embuée, j'observais les passants emmitouflés qui se hâtaient sous le ciel bas de Paris, chacun avec un endroit où aller, un foyer qui les attendait. En janvier, les options d'hébergement chez mes amis s'étaient épuisées. J'avais alors dépensé une partie significative de mes économies pour une chambre dans une auberge de jeunesse près de Bastille. Un dortoir partagé avec 6 autres personnes, un casier métallique pour mes rares possessions, et une intimité inexistante. Mes collègues ignoraient ma situation, la honte me poussait à maintenir l'illusion que tout allait bien. Je me douchais à la salle de sport près du bureau, gardais un costume propre au travail, et m'efforçais de paraître comme tous les autres. Les repas étaient devenus un luxe calculé. Je connaissais par cœur tous les endroits où manger pour moins de 5 €, le vietnamien de la rue de la Roquette qui servait des bobunes généreux, la sandwicherie libanaise près de République où le patron ajoutait parfois des falafels supplémentaires en me voyant arriver. Le dimanche, je m'autorisais un vrai repas dans une brasserie, m'attardant sur chaque bouchée comme un rituel précieux. Les jours se suivaient dans une brume de fatigue et d'inquiétude. Le soir, allongé sur mon lit superposé à l'auberge, j'oscillais entre rage et abattement. La colère contre mes parents était comme un feu qui me consumait de l'intérieur. Comment avaient-ils pu me trahir avec tant de désinvolture ? Je revoyais le visage de ma mère au téléphone, entendais sa voix détachée m'annonçant l'arrivée de Sophie et Julien. Ces souvenirs me torturaient, m'empêchant de dormir malgré l'épuisement. D'autres nuits, c'était la tristesse qui prenait le dessus. Je pleurais silencieusement, le visage tourné vers le mur pour que mes compagnons de dortoir ne m'entendent pas. Ce n'était pas seulement l'appartement que je pleurais, mais la perte de ma famille telle que je l'avais connue ou cru connaître. L'idée qu'ils puissent me considérer comme dispensable avait brisé quelque chose en moi, une confiance fondamentale que je n'étais pas sûre de pouvoir jamais reconstruire. Février était arrivé avec son lot de pluie glaciale et de jours gris. J'avais finalement trouvé un emploi supplémentaire le soir et le week-end, serveur dans un café du 11e arrondissement. Les heures étaient longues, épuisantes, mais l'argent me permettait d'envisager un avenir un peu moins précaire. Chaque pourboire était soigneusement mis de côté, s'ajoutant au petit tas d'espoir que je cultivais. Pendant cette période, je n'avais eu aucune nouvelle de mes parents au-delà de quelques messages laconiques. Sophie m'avait écrit plusieurs fois, s'excusant pour la situation, m'invitant même à venir dîner, une proposition qui m'avait paru d'une ironie cruelle. J'avais décliné poliment, prétextant un emploi du temps chargé. La vérité était que je ne pouvais pas encore les voir sans que la blessure se rouvre. Un soir de fin février, alors que je finissais mon service au café sous une pluie battante, Mathilde, une cliente régulière, m'avait abordée. Professeure de français dans un lycée du quartier, elle venait presque chaque jour corriger ses copies en buvant des expressos. « Thomas, je ne devrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que vous traversez une période difficile. » J'avais hésité, surpris par cette intrusion dans ma vie privée, mais quelque chose dans son regard bienveillant m'avait poussé à me confier. Nous étions restés après la fermeture, et pour la première fois, j'avais raconté toute l'histoire à quelqu'un, la trahison de mes parents, l'appartement perdu, les mois de galère. Mathilde m'avait écouté sans interrompre, sans jugement. Quand j'avais fini, elle avait simplement dit « Mon frère possède un petit studio à Belleville. Son locataire part la semaine prochaine. Je peux lui parler de vous, si vous voulez. » Cette conversation avait été un tournant. 3 jours plus tard, je visitais le studio, un 20 mètres carrés modeste mais propre, avec une vraie douche et une kitchenette fonctionnelle. Le frère de Mathilde, Pierre, m'avait fait confiance sur recommandation de sa sœur, acceptant même un dépôt de garantie réduit compte tenu de ma situation. Le 1er mars, j'emménageais dans mon nouveau chez-moi. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, ou du moins, je pouvais y rester aussi longtemps que je payerais le loyer. Cette nuit-là, allongé sur un matelas posé à même le sol, mon seul meuble pour l'instant, j'avais ressenti un mélange étrange de soulagement et de mélancolie. Je commençais à reconstruire une routine fragile. Le matin, je me levais tôt pour aller courir au parc des Buttes-Chaumont tout proche. Je prenais ensuite le métro jusqu'à mon travail chez Renault. Les soirs et week-ends étaient consacrés au café, et les rares moments libres à l'aménagement progressif de mon studio.
Une table trouvée au puce de Saint-Ouen, une chaise récupérée sur le trottoir, des livres empilés contre le mur en attendant une étagère. Petit à petit, l'espace prenait forme. Ce fut pendant cette période que j'ai commencé à écrire dans un carnet, déversant mes pensées pour tenter de donner un sens à ce qui m'était arrivé. Ces pages étaient parfois trempées de larmes, parfois noircies de colère, mais elles m'aidaient à traverser les moments où le poids de la trahison menaçait de m'écraser. Mars avançait, apportant avec lui les premiers signes du printemps. Les arbres du parc se couvraient timidement de bourgeons, les jours s'allongeaient, et avec eux, mon espoir renouvelé. Je n'étais pas encore guéri, loin de là, mais je commençais à entrevoir la possibilité d'une vie reconstruite, différente mais peut-être tout aussi valable que celle que j'avais perdue. Avril s'était installé sur Paris, transformant la ville en une toile impressionniste de vert tendre et de rose pâle. Les terrasses des cafés débordaient à nouveau de Parisiens affamés de soleil après le long hiver. J'avais trouvé un certain équilibre dans ma nouvelle vie. Mon studio de Belleville, bien que minuscule, était devenu un véritable refuge. J'avais réussi à l'aménager progressivement, un vrai lit remplaçait désormais le matelas au sol, une étagère IKEA montée un dimanche pluvieux accueillait mes livres, et j'avais même déniché une petite table et 2 chaises dépareillées au puce de Montreuil. Mon travail chez Renault se passait bien, j'avais même obtenu quelques responsabilités supplémentaires qui promettaient une évolution future. Le café où je travaillais les soirs et week-ends, le Petit Belleville, était devenu une sorte de deuxième maison. Fabien, le propriétaire, un quadragénaire jovial à la barbe poivre et sel, m'avait pris sous son aile. Il m'invitait parfois à rester après la fermeture pour partager une bouteille de Côtes-du-Rhône et des histoires de son passé de musicien. 4 mois s'étaient écoulés depuis l'expulsion sans cérémonie de mon appartement. Je pensais encore à mes parents et à ma sœur, bien sûr, mais la douleur aiguë des premiers temps s'était transformée en un chagrin sourd, une déception latente qui refaisait surface par vagues. Je n'avais pas cherché à les contacter. Sophie m'avait écrit quelques fois encore, m'annonçant que sa grossesse se passait bien, qu'elle et Julien avaient repeint leur chambre en jaune pâle pour le bébé. J'avais répondu poliment mais brièvement, gardant une distance émotionnelle que je savais nécessaire à ma guérison. Ce matin d'avril, je venais de terminer mon jogging matinal au parc des Buttes-Chaumont et je me préparais un café dans ma kitchenette. La lumière dorée du matin filtrait à travers mes rideaux bon marché, créant des motifs dansants sur le parquet usé. J'avais posé sur la table quelques croissants achetés à la boulangerie du coin, mon petit luxe du dimanche. C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. En voyant le nom de mon père s'afficher, mon cœur a fait un bond. Il n'avait pas appelé depuis des mois, se contentant de quelques SMS formels pour les fêtes. J'ai hésité, le doigt suspendu au-dessus de l'écran. Une partie de moi voulait rejeter l'appel, poursuivre cette matinée paisible sans la complication des émotions familiales. Mais la curiosité l'a emporté. Allô ? Ma voix était neutre, contrôlée. Thomas ? La voix de mon père, habituellement assurée, tremblait légèrement. Thomas, c'est papa. Je sais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé, soudain inquiet malgré moi. Mon père n'était pas du genre à montrer ses faiblesses. Un silence, puis un soupir profond. On a un problème, Thomas. Un gros problème. J'ai attendu qu'il poursuive, me préparant mentalement à tout, depuis une maladie grave jusqu'à une catastrophe familiale. On n'a pas payé le loyer. Ni les charges. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots. Quoi ? J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. De quoi tu parles ? Vous êtes retourné à Nantes, non ? Oui, mais... Sophie et Julien devaient reprendre le bail. Ils avaient promis de s'en occuper. Une vague de compréhension m'a submergée. Attends, tu veux dire que personne n'a payé le loyer de M1 appartement depuis combien de temps exactement ? 3 mois, a-t-il murmuré, presque inaudible. On vient de recevoir une mise en demeure du propriétaire. Si le paiement n'est pas effectué dans une semaine, il va lancer une procédure d'expulsion. Je me suis assis lourdement sur une chaise, les jambes coupées par cette révélation. 3 mois sans paiement. Des milliers d'euros de dettes. Mon nom sur le bail. Ma réputation, mon crédit, tout était en jeu. Comment est-ce possible ? J'ai demandé, la colère montant lentement.
Comment avez-vous pu laisser une telle situation se produire? Sophie et Julien nous avaient assuré qu'ils s'en occupaient. Mais apparemment, Julien a perdu son emploi en janvier. Ils ont utilisé l'argent du loyer pour leurs dépenses personnelles, en se disant qu'ils rattraperaient ça plus tard. Et ils ne vous ont rien dit? Et vous ne vous êtes pas rassuré que les paiements étaient faits? Mon père a eu un rire amer. On leur faisait confiance. Comme on te faisait confiance. Cette dernière phrase m'a frappé comme une gifle. Comme si j'étais responsable de quelque façon que ce soit de ce désastre. La colère a redoublé d'intensité. Ne me mets pas dans le même sac, papa. Je n'ai jamais manqué un seul paiement quand l'appartement était à moi. Je n'ai jamais menti sur ma situation financière. Je sais, a-t-il concédé, sa voix trahissant sa fatigue. Excuse-moi, je suis à bout. Ta mère n'a pas dormi depuis qu'on a reçu la lettre. Elle pleure constamment. Une image de ma mère, effondrée sur le canapé de leur maison nantaise, s'est formée dans mon esprit. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas effacer 30 ans de souvenirs, 30 ans d'amour familial. Et maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire, ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. C'est là que j'ai entendu un bruit à l'autre bout de la ligne, comme si mon père couvrait le microphone pour parler à quelqu'un. Puis sa voix est revenue, plus hésitante encore. Thomas, on a besoin de ton aide. On n'a pas cet argent. Pas tout de suite. La retraite de ta mère n'est pas encore finalisée, et mon indemnité de départ a servi à rénover la maison. J'ai fermé les yeux, comprenant enfin où il voulait en venir. Tu veux que je paie? Ce n'était pas une question, mais il a répondu comme si c'en était une. On te remboursera, bien sûr. Dès que possible. Tu as ma parole. Sa parole. Cette même parole qui n'avait pas empêché mon expulsion, qui n'avait pas protégé mes intérêts quand ils avaient installé Sophie dans mon appartement sans me consulter. Et Sophie et Julien? Ils ne peuvent pas participer? Un autre silence. Ils attendent un bébé, Thomas. Ils ont besoin de chaque centime. Et moi? Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu. Moi, j'ai dû vivre dans une auberge de jeunesse pendant des semaines. J'ai dû prendre un deuxième emploi. J'ai failli perdre mon travail à cause de l'épuisement. Où étiez-vous quand j'avais besoin d'aide? Je sais qu'on a fait des erreurs, a reconnu mon père, sa voix à peine audible. On a mal géré les choses. Mais là, c'est grave, Thomas. Si on ne paie pas, ton nom sera entaché. Tu pourrais avoir des problèmes pour louer à l'avenir. Il avait raison sur ce point, et c'était peut-être le plus frustrant. Mon nom était toujours sur le bail. Légalement, j'étais responsable. Si je ne faisais rien, je me tirerais une balle dans le pied. Je dois réfléchir, ai-je dit finalement. Je te rappelle. J'ai raccroché avant qu'il puisse insister, posant le téléphone sur la table comme s'il me brûlait les doigts. Mon petit déjeuner tranquille était oublié, les croissants refroidissant dans leur sachet en papier. Je me suis approché de la fenêtre, observant la vie quotidienne de la rue en contrebas. Un couple âgé promenait leur petit chien, des enfants jouaient au ballon sur le trottoir, une femme arrangeait les fleurs devant sa boutique. La vie normale, paisible, celle que j'essayais de reconstruire patiemment. Et voilà que ma famille revenait, me rappelant brutalement que les blessures du passé n'étaient pas cicatrisées, qu'elles pouvaient se rouvrir à tout moment. Je sentais la colère et la tristesse se mêler en moi, créant un cocktail toxique d'émotions. J'ai entendu mon téléphone vibrer à nouveau. Un message de mon père, on compte sur toi, Thomas. On n'a personne d'autre vers qui se tourner. Cette phrase m'a fait sourire amèrement. L'ironie était presque trop parfaite. Il n'avait personne d'autre, tout comme je n'avais eu personne d'autre quand il m'avait mis à la porte pour installer Sophie. J'ai regardé autour de mon petit studio, ce refuge modeste que j'avais créé de mes propres mains après la tempête. J'avais travaillé si dur pour retrouver une stabilité. Étais-je prêt à risquer tout cela pour sauver ceux qui m'avaient trahi? Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Pas une idée de vengeance, non, plutôt une forme de justice poétique. Une façon de résoudre la situation tout en leur faisant comprendre exactement ce qu'ils m'avaient fait vivre. J'ai pris une profonde inspiration,
puis j'ai saisi mon ordinateur portable. Il était temps de prendre les choses en main, mais pas de la façon dont mon père l'espérait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves où je me trouvais à nouveau dans mon ancien appartement, tentant désespérément de fermer une porte qui s'ouvrait sans cesse sur des visages accusateurs. Mais au réveil, la décision était prise. Je me suis préparée avec soin ce lundi-là, choisissant mon costume le plus professionnel, celui que je réservais aux réunions importantes. Le printemps parisien s'affirmait, apportant une douceur nouvelle dans l'air. En sortant de mon immeuble, j'ai pris une profonde inspiration, savourant le parfum des marronniers en fleurs qui bordaient la rue. Ma première destination était l'agence immobilière qui gérait mon ancien appartement. Situé dans une rue calme du 16e arrondissement, le cabinet Duchesne Immobilier respirait le luxe discret avec ses moulures art déco et ses fauteuils en cuir véritable. La secrétaire, Madame Moreau, m'a reconnu immédiatement. « Monsieur Lefebvre. Quelle surprise de vous voir. Monsieur Duchesne parlait justement de votre dossier ce matin. » Bonjour, Madame Moreau. J'aimerais justement le voir à ce sujet, si c'est possible. Quelques minutes plus tard, j'étais assis face à Roland Duchesne, un homme d'une soixantaine d'années au visage sévère adouci par des yeux bienveillants. Il a posé devant lui un dossier épais portant mon nom. « Monsieur Lefebvre, je suis navré de cette situation. Vous aviez toujours été un locataire exemplaire. » J'ai hoché la tête, reconnaissant cette marque de respect. « Merci, Monsieur Duchesne. Je viens justement pour régler ce problème. » Vous êtes au courant des impayés, donc ? 3 mois de loyer et de charges, cela représente une somme conséquente. Je le sais. Et je suis ici pour demander un document précis. Il a haussé les sourcils, surpris. Lequel ? Une copie officielle de l'avis d'expulsion. Avec tous les détails légaux. Monsieur Duchesne m'a regardé avec curiosité, mais n'a pas posé de questions. Il a feuilleté le dossier et en a extrait un document qu'il a placé dans une enveloppe. Vous savez que nous devrons procéder à l'expulsion si les loyers ne sont pas réglés d'ici la fin de la semaine, a-t-il précisé en me tendant l'enveloppe. Je comprends parfaitement. En sortant de l'agence, j'ai ressenti un étrange mélange de calme et d'appréhension. L'enveloppe dans ma poche semblait peser bien plus que son poids réel. Ma deuxième étape était un bureau de poste près de mon travail. J'ai acheté une grande enveloppe Kraft, solide et officielle. L'employé aux cheveux grisonnants m'a demandé si je souhaitais un envoi recommandé. J'ai acquiescé. Avec accusé de réception, s'il vous plaît. Je veux être sûr que les destinataires le reçoivent en main propre. De retour à mon bureau chez Renault, j'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai tapé une seule phrase, que j'ai imprimée en caractères gras et centrés, « Je vous offre exactement ce que vous m'avez offert. » J'ai plié soigneusement la feuille, l'ai placée dans l'enveloppe Kraft avec l'avis d'expulsion, puis j'ai scellé le tout. Sur l'enveloppe, j'ai écrit l'adresse de mes parents à Nantes d'une écriture ferme et claire. Pendant ma pause déjeuner, je suis retournée au bureau de poste et j'ai envoyé le colis. L'employé qui l'a pris m'a souri, inconsciente de ce que contenait cette enveloppe anodine, non pas de l'argent pour sauver mes parents et ma sœur de leur situation, mais un rappel brutal de ce qu'ils m'avaient fait. Ce sera livré demain matin, m'a-t-elle assuré. Parfait, ai-je répondu, signant le bordereau d'envoi. En sortant, j'ai ressenti un poids qui se levait de mes épaules, comme si chaque pas m'éloignait davantage du fardeau que j'avais porté ces derniers mois. Ce n'était pas de la vengeance, me disais-je, mais une forme de justice. Une leçon nécessaire. Cette nuit-là, j'ai dîné seule dans un petit restaurant du quartier, le Vieux Belleville, où le patron me connaissait désormais. Antoine, un homme trapu aux joues rouges et au rire facile, m'a servi mon verre de Bourgogne habituel. « Vous avez l'air différent ce soir, Thomas », a-t-il remarqué en déposant une assiette de terrine maison devant moi. « Vraiment ? » ?»« Oui, plus léger, je dirais. Comme si vous aviez pris une décision importante. » J'ai souri, surpris par sa perspicacité. « Peut-être bien, Antoine. Peut-être bien. » J'ai savouré chaque bouchée de mon repas, chaque gorgée de vin. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais pleinement présent dans l'instant, sans que les fantômes du passé ne viennent me hanter. Le lendemain, je savais que mes parents recevraient mon cadeau.
Je pouvais presque voir la scène, mon père ouvrant l'enveloppe avec espoir, pensant y trouver un chèque ou une promesse d'aide, puis son visage se décomposant en découvrant l'avis d'expulsion et ma note laconique. Ma mère, à ses côtés, portant une main à sa bouche en réalisant ce que cela signifiait. Une part de moi ressentait une pointe de culpabilité à cette image. Après tout, c'étaient mes parents, ceux qui m'avaient élevé, qui m'avaient aimé à leur façon. Mais une autre part, plus forte, savait que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans la douleur. Ils m'avaient jeté à la rue sans considération pour mes sentiments ou ma situation, ils allaient maintenant comprendre ce que cela faisait. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. Pas d'appel de mon père, pas de message de ma mère. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle protestation ou supplication. Ils avaient compris. Ce n'est que le soir, alors que je sortais du métro pour rentrer chez moi, que mon téléphone a vibré. Un message de Sophie: je viens d'apprendre pour l'avis d'expulsion. Maman et papa sont dévastés. Je comprends ta colère, mais nous avons vraiment besoin d'aide. S'il te plaît, Thomas, pense au bébé. Cette dernière phrase m'a fait m'arrêter net au milieu du trottoir, provoquant le mécontentement d'un passant pressé qui m'a contourné en grommelant. Pense au bébé. Comme si cet enfant à naître était une carte à jouer, un moyen de pression émotionnelle. J'ai tapé ma réponse lentement, pesant chaque mot, j'ai pensé à ma situation pendant des mois, seule et sans aide. Maintenant c'est à vous de trouver une solution. Ce n'est pas par cruauté que je fais ça, Sophie, mais pour que vous compreniez ce que j'ai vécu. Je n'avais pas attendu sa réponse et avais éteint mon téléphone pour le reste de la soirée. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de Monsieur Duchesne. Bref et formel, il m'informait que l'appartement avait été libéré de manière anticipée par les occupants, et que les clés avaient été remises à l'agence. Pas un mot sur les loyers impayés ou sur l'état des lieux. Je devinais que mes parents avaient dû réunir la somme nécessaire pour éviter des poursuites judiciaires. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur pendant de longues minutes, assimilant cette information. Ainsi, ils étaient partis. Sans combat, sans négociation. Ils avaient simplement accepté les conséquences de leurs actes. Une partie de moi avait presque espéré qu'ils se battraient, qu'ils tenteraient de s'expliquer ou de me convaincre de les aider. Leur silence et leur départ rapide avaient quelque chose de définitif qui me laissait étrangement vide. Ce week-end-là, j'ai pris le train pour visiter l'appartement. Monsieur Duchesne m'avait accordé ce droit, considérant que j'étais toujours officiellement le locataire. Le trajet jusqu'à mon ancien quartier m'a semblé irréel, comme si je voyageais non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, revenant vers une version antérieure de ma vie. En ouvrant la porte, j'ai été frappé par le silence. L'appartement sentait le produit nettoyant et le renfermait. Des marques claires sur les murs indiquaient où des cadres avaient été accrochés. La chambre qui devait devenir celle du bébé avait effectivement été peinte en jaune pâle, une couleur qui donnait à la pièce une luminosité nouvelle. Ils étaient partis en laissant peu de traces, comme s'ils avaient voulu effacer leur passage. Seule une petite peluche oubliée sous le radiateur de la chambre témoignait de leur présence, un lapin gris aux longues oreilles, probablement destiné au futur bébé de Sophie. J'ai ramassé le jouet, passant un doigt sur sa douce fourrure synthétique. Il semblait attendre quelqu'un qui ne viendrait jamais dans cet appartement. Sur une impulsion, je l'ai glissé dans ma poche. En quittant l'appartement, j'ai regardé une dernière fois les pièces vides, témoins silencieux de tant d'émotions contradictoires. Je n'y reviendrai plus, j'en étais certain. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. En bas de l'immeuble, j'ai croisé Madame Leroy, ma voisine du 2e étage, une dame âgée qui m'avait toujours accueilli avec un sourire et parfois une part de tarte. « Thomas. Quel plaisir de vous voir. Vous revenez vivre ici ?» J'ai secoué la tête. « Non, Madame Leroy. Je venais juste dire au revoir. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait bien plus que ce que je disais. « Votre famille est partie si vite. Ils n'ont même pas dit au revoir. C'est votre sœur, n'est-ce pas? Celle qui attendait un bébé? » Oui. Ils ont dû trouver un autre arrangement. Elle m'a tapoté le bras affectueusement. Parfois, mon petit, la vie nous force à prendre des décisions difficiles. L'important, c'est de pouvoir se regarder dans la glace après.
Sur ces mots, elle est partie, me laissant méditer cette sagesse simple mais profonde. Pouvais-je me regarder dans la glace après ce que j'avais fait? La réponse n'était pas simple, mais pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pourrais un jour faire la paix avec mes actions et mes sentiments. Mai avait éclos sur Paris avec une explosion de couleurs et de parfums. Les marronniers du boulevard de Belleville étaient en pleine floraison, leurs chandelles blanches et roses se détachant sur le ciel d'un bleu limpide. J'avais pris l'habitude de prendre mon café matinal sur le petit balcon de mon studio, observant le quartier s'éveiller progressivement, les commerçants qui relevaient leurs rideaux de fer, les écoliers qui traînaient des pieds vers l'école Tourtille, les habitués du café Le Mistral qui s'installaient déjà en terrasse. Une semaine avait passé depuis ma visite à l'appartement vide. Une semaine de silence radio de la part de ma famille. Pas un appel, pas un message. Comme si un accord tacite avait été conclu, nous n'avions plus rien à nous dire. Cette absence de communication aurait dû me peser, mais étrangement, je la ressentais comme une forme de libération. Un espace s'était ouvert, me permettant de respirer pleinement, sans le poids des attentes et des reproches. Ce matin-là, j'ai reçu un courrier officiel de l'agence immobilière. Le bail de l'appartement était officiellement résilié. Toutes les dettes avaient été réglées, mes parents avaient dû puiser dans leurs économies pour éviter des poursuites. Un chapitre se terminait définitivement. J'ai posé la lettre sur ma table et j'ai contemplé mon petit espace de vie. Ces derniers mois m'avaient appris l'essentiel, vivre avec moins, apprécier ce que j'avais vraiment gagné par mes propres efforts. Mon studio n'était pas luxueux, mais chaque objet y avait sa place et son histoire. La lampe chinée aux puces, la couverture tricotée par Mathilde quand elle avait appris que je dormais sans chauffage, les livres soigneusement alignés sur l'étagère que j'avais construite moi-même. C'était peu, mais c'était à moi. Authentiquement, complètement à moi. Le week-end suivant, j'ai décidé de faire ce que j'avais remis à plus tard depuis des mois, donner une réelle personnalité à mon espace. J'ai commencé par repeindre les murs, passant du blanc terne d'origine à un bleu-gris apaisant. Fabien, mon patron du café, était venu m'aider, apportant avec lui des pinceaux professionnels et une playlist de jazz qui avait rythmé notre journée de travail. Et tu sais, avait-il dit en étalant soigneusement la peinture près du plafond, quand ma femme m'a quitté, j'ai vécu dans un appartement sans rien accroché au mur pendant 2 ans. Comme si je n'étais que de passage dans ma propre vie. J'avais hoché la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Un jour, j'ai réalisé que j'attendais que ma vraie vie commence. Comme si ce que je vivais n'était qu'une parenthèse. Il avait trempé son pinceau dans le pot de peinture. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de répétition générale. C'est déjà ta vie, ici et maintenant. Ces mots m'avaient frappé par leur justesse. J'avais vécu ces derniers mois comme dans un état transitoire, attendant je ne sais quelle résolution qui me permettrait de recommencer vraiment. Mais Fabien avait raison, c'était déjà ma vie, et il était temps que je me l'approprie pleinement. Le lundi suivant, j'avais demandé un rendez-vous avec mon supérieur chez Renault. Depuis des mois, je jonglais entre mon poste principal et mes heures au café, épuisant mes ressources physiques et mentales. Il était temps de faire un choix. Je veux me concentrer entièrement sur mon poste ici, avais-je expliqué à Monsieur Vaillant, un homme au regard vif qui m'avait toujours soutenu. Je sais qu'il y a des possibilités d'évolution, et je suis prêt à m'investir totalement. Il avait souri, visiblement satisfait. J'attendais que tu me dises ça, Thomas. Tu as un potentiel que tu n'exploites pas pleinement en te dispersant. J'ai justement un projet qui pourrait t'intéresser. Ce projet, c'était le développement d'une nouvelle ligne de véhicules électriques, un défi à la fois technique et commercial qui demandait créativité et rigueur. Exactement ce dont j'avais besoin pour me projeter vers l'avenir. Le soir même, j'avais annoncé à Fabien que je devais quitter mon emploi au café. À ma grande surprise, il n'avait pas semblé déçu. Je me demandais combien de temps tu tiendrais encore à ce rythme, avait-il dit en me servant un dernier verre de vin. Et tu n'es pas fait pour servir des cafés toute ta vie, Thomas. Tu as d'autres horizons à explorer. Nous avions trinqué à cette nouvelle étape, et il m'avait assuré que je serais toujours le bienvenu au Petit Belleville, non plus comme employé mais comme ami. Juin s'était installé avec sa chaleur précoce, transformant Paris en une fournaise urbaine. Mon projet chez Renault avançait bien,
me permettant même une légère augmentation qui rendait ma situation financière plus confortable. J'avais enfin pu m'offrir quelques petits luxes, un vrai bureau pour travailler, un fauteuil confortable pour lire, et même un petit système de climatisation qui rendait les nuits d'été supportables. C'est au cours de cette période que j'ai reçu une carte postale de Bretagne. Je l'ai reconnue immédiatement à l'écriture soignée de Sophie sur l'enveloppe. En l'ouvrant, j'ai découvert une photo d'un cottage en pierre face à l'océan, et quelques lignes au dos, nous avons trouvé refuge ici, près de Saint-Malo. Les parents sont retournés à Nantes. Julien a trouvé un emploi dans un chantier naval. Le bébé est prévu pour août. Si un jour tu veux nous rendre visite, tu seras le bienvenu. Je comprends maintenant ce que tu as dû traverser. Sophie. J'ai contemplé cette carte pendant de longues minutes, assis sur mon balcon alors que le soleil descendait lentement sur les toits de Paris. Il n'y avait ni reproche ni demande dans ces mots, juste une main tendue à travers la distance que j'avais créée. Je n'étais pas encore prêt à la saisir, mais pour la première fois, je pouvais envisager qu'un jour, peut-être, je le serais. Cette nuit-là, j'ai sorti de mon tiroir le petit lapin en peluche que j'avais ramassé dans l'appartement vide. Je l'ai posé sur l'étagère près de mon lit, témoin silencieux d'une histoire qui ne s'était pas terminée comme prévu, mais qui m'avait néanmoins mené exactement là où je devais être. Juillet a apporté une surprise inattendue, une proposition de promotion. Mon travail sur le projet de véhicules électriques avait impressionné la direction, et on m'offrait un poste à responsabilité qui impliquait même quelques voyages à l'étranger. Le salaire proposé était bien plus élevé que ce que j'aurais imaginé, me permettant d'envisager un déménagement dans un appartement plus spacieux. J'ai passé un week-end entier à visiter des logements, accompagnée de Mathilde qui avait un œil infaillible pour détecter les défauts cachés. C'est elle qui a repéré ce 3 pièces dans le 19e arrondissement, près du parc de la Villette. Lumineux, avec une vue dégagée sur le canal de l'Ourcq, il offrait l'espace dont je rêvais sans m'éloigner trop de mon quartier d'adoption. Celui-ci est fait pour toi, avait déclaré Mathilde avec assurance. Et elle avait raison. Dès que j'avais franchi le seuil, j'avais ressenti cette certitude, c'était chez moi. Je pouvais me projeter ici, voir où iraient mes livres, où je prendrais mon café le matin, dans quel coin je travaillerais les soirs d'hiver. Le jour de la signature du bail, j'ai ressenti une émotion que je n'attendais pas, non pas l'excitation de la nouveauté, mais une forme de sérénité profonde. Je choisissais ce lieu en pleine conscience, sans contrainte, sans urgence. C'était une décision libre, mature, réfléchie. Le déménagement s'est fait simplement. Mes possessions tenaient dans quelques cartons, le fruit d'une vie réduite à l'essentiel pendant ces mois difficiles. Mais cette sobriété n'était plus une contrainte, elle était devenue un choix, une philosophie de vie. J'avais appris à distinguer ce qui comptait vraiment de ce qui n'était que superflu. Ma première nuit dans ce nouvel appartement, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air tiède de la soirée. Les bruits de la ville montaient doucement, des conversations lointaines, la musique d'une fête quelque part, le ronronnement constant du trafic. J'ai dressé une petite table sur la terrasse et j'ai dîné seul, savourant un verre de vin et une simple salade. Composé. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, le premier depuis des mois. Ton père et moi espérons que tu vas bien. Sophie nous a dit que tu avais eu une promotion. Nous sommes fiers de toi, même si nous n'avons plus le droit de te le dire. Prends soin de toi, Thomas. Je n'ai pas répondu immédiatement. Ce n'était pas par rancune ou par colère, ces émotions s'étaient progressivement dissoutes, laissant place à une forme d'acceptation tranquille. C'était plutôt parce que je voulais savourer ce moment, cette paix que j'avais si durement conquise. Plus tard dans la soirée, avant de me coucher, j'ai finalement envoyé une réponse simple, je vais bien. J'espère que vous aussi. Thomas. Pas de promesse, pas d'effusion, juste une reconnaissance mutuelle de notre existence. C'était peu, mais c'était un début. Un fil ténu entre ce que nous avions été et ce que nous pourrions peut-être devenir un jour. Cette nuit-là, dans mon nouveau lit, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur. Sans cauchemar, sans réveil en sursaut. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais exactement à ma place, réconciliée non seulement avec mon espace mais aussi avec moi-même. Le matin, le soleil filtrant à travers les rideaux que je n'avais pas encore installés m'a réveillée tôt. Je me suis levée, et préparé un café,
et suis sortie sur la terrasse pour accueillir ce nouveau jour. En contemplant le canal qui scintillait sous la lumière matinale, j'ai réalisé que j'avais gagné bien plus qu'un toit au cours de cette épreuve. J'avais gagné une certitude, celle de pouvoir me reconstruire, quelles que soient les circonstances. Cette force tranquille, cette résilience, personne ne pourrait jamais me les enlever. J'avais envoyé à ma famille exactement ce qu'ils m'avaient donné, une leçon douloureuse mais nécessaire sur les conséquences de nos actes. Et à moi-même, j'avais offert le plus précieux des cadeaux, la liberté de définir ma propre valeur, indépendamment du regard des autres. Le petit lapin en peluche trônait désormais sur une étagère de mon nouveau salon. Non pas comme un rappel amer du passé, mais comme un témoin silencieux du chemin parcouru. De la personne que j'étais devenue à travers cette épreuve, plus forte, plus authentique, et enfin libre.